Paris, 1922. Un jeune poète portugais nommé Fernando Pessoa entre dans un café et commande un verre. Le serveur lui demande son nom pour la commande. Et le poète hésite, puis il donne un nom, Alberto Cairo. Et le lendemain, il revient dans le même café avec le même serveur, mais cette fois, il se présente comme Ricardo Reyes. Et une semaine plus tard encore, il était Álvaro de Campos. Et non, Fernando Pessoa n'avait pas de trouble de la personnalité. Il était parfaitement sain d'esprit. Enfin, je crois. Mais il avait compris quelque chose que nous passons notre vie à nier. Il n'y a pas un seul moi. Il y en a des dizaines, voire des centaines peut-être. Pessoa a créé 72 hétéronymes. Les hétéronymes, ce sont des personnalités complètes avec leur propre biographie, leur style d'écriture, leur philosophie et même leur date de naissance. Et ce n'étaient pas des pseudonymes, c'étaient des êtres entiers qui l'incarnaient tour à tour. Et le plus troublant, c'est que chacune de ces versions de lui écrivait des poésies mais radicalement différentes, comme si elles avaient chacune des opinions politiques contradictoires et aimaient des choses que les autres détestaient. Peut-être que tu penses que Pessoa était atteint d'un gros trouble dissociatif de l'identité ? Ou alors peut-être qu'il était simplement assez honnête pour admettre ce que nous refusons tous de voir, que ce moi-là, le je, stable, cohérent et unifié, eh bien c'est peut-être juste une fiction confortable. Alors quand on dit « je veux changer », de quel je est-ce qu'on parle exactement ? Est-ce qu'on parle du je qui se réveille le matin épuisé et démotivé ? Ou est-ce qu'on parle du je qui trouve son flow à 14h et se sent invincible ? Ou du je qui s'effondre à 21h devant Netflix en mangeant des chips ? Lequel de ces je a pris la décision de changer ? Lequel de ces toi a envie de changer ? Et aussi et surtout, lequel va saboter cette décision dès demain matin ? Car la vérité que personne ne te dit, c'est que tu n'es pas une personne qui essaye de changer. Tu es un dîner de famille un peu dysfonctionnel, où chacun a son agenda secret et où personne n'ose dire ce qu'il pense vraiment. Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que tu changes constamment sans le vouloir, mais que le changement que tu désires, lui, semble impossible. Aujourd'hui, on va aller encore un petit peu plus loin. Nous allons déconstruire cette illusion fondamentale, l'idée que tu es une personne. Parce que voilà le problème. Quand tu veux changer, tu pars du principe qu'il y a un toi cohérent qui doit se transformer en un autre toi cohérent. Mais si tu es déjà fragmenté en multiples versions de toi-même, comment est-ce qu'on peut savoir laquelle essaye de changer et laquelle va résister au changement ? C'est un peu comme essayer de faire voter un parlement où la moitié des députés ne sont même pas au courant qu'il y a une élection. Ça n'a pas de sens. Respire avec moi un instant. Je vais te poser une petite question légèrement vertigineuse. Combien de versions de toi existent en ce moment même ? Là, pendant qu'il y a un toi qui m'écoute. Peut-être un toi qui va bientôt devoir retourner travailler. Peut-être un toi qui existe dans le souvenir de ton ex. Et un toi que tes parents croient connaître. Et aussi un toi que personne n'a jamais vu. Alors, lequel est le vrai ? Car peut-être qu'ils le sont tous, et en même temps aucun. Le moi n'existe pas, et c'est une excellente nouvelle.
Commençons par une vérité que les philosophes répètent depuis des siècles, mais que notre ego refuse d'entendre. Le moi stable, cohérent, unifié, ça n'existe pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est toute une lignée de penseurs qui ont osé regarder cette vérité en face. Premier témoin, Erving Goffman, sociologue américain. Dans son œuvre majeure, La présentation de soi, publiée en 1959, il écrit quelque chose de révolutionnaire. Écoute bien. Lorsqu'un individu arrive en présence d'autres personnes, celles-ci cherchent généralement à obtenir des informations à son sujet. L'information ainsi obtenue permet de définir la situation et de prévoir ce que les autres attendent d'elles, et à l'inverse, ce qu'elles peuvent attendre d'eux. Informées de la sorte, les personnes présentes sauront quelle est la meilleure façon d'agir pour obtenir d'elles une réponse déterminée. Tu vois donc où il veut en venir. Goffman affirme que le moi est une performance sociale. Il affirme qu'on joue des rôles différents selon les contextes, comme des acteurs qui changent de costume entre les scènes. Donc il n'y a pas de vrai toi caché quelque part. Il n'y a que des versions de toi qui s'adaptent à chaque scène de la vie sociale. Car tu n'es sûrement pas le même avec tes parents, ni avec ton patron, ni avec tes amis, ni avec ton amoureux ou ton amoureuse. Et ça ne veut pas dire être hypocrite, non du tout. C'est juste comme ça que ça fonctionne, l'identité humaine. Notre deuxième témoin, Jean-Paul Sartre. Dans L'être et le néant, en 1943, il écrit « L'existence précède l'essence. Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. » Réécoute cette phrase mentalement. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Sartre nous dit « Tu n'es rien de fixe, tu n'as pas d'essence prédéfinie de nature immuable. » Sartre nous dit que tu te crées continuellement par tes choix, par chaque action, par chaque décision, par chaque moment, et qu'à chaque fois, tu te redéfinis à nouveau. Et c'est terrifiant, non? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai soi à découvrir, il n'y a qu'un soi qui se réinvente encore et encore. Troisième témoin, Paul Ricoeur, philosophe français. Et pas des plus faciles. Je t'avoue, j'ai pas trouvé une seule citation assez bitable pour être retranscrite oralement. Mais en substance, dans son livre « Soi-même comme un autre », il développe une idée fascinante que je vais te traduire en langage humain directement. Ton moi n'est pas une chose, c'est une histoire que tu te racontes. Et comme toute histoire, elle change selon qui la raconte, quand et à qui on la raconte. Par exemple, tu racontes une version de toi à tes parents, tu racontes une autre version de toi à ton boss, une autre à ton amoureux, à ton amoureuse, et une autre à toi-même quand tu te regardes dans le miroir, peut-être à 3h du matin. Et Paul Ricoeur appelle ça l'identité narrative. Ton identité est une narration en constante réécriture, et non pas un bloc de marbre gravé une fois pour toutes. Alors quand quelqu'un te demande « Mais qui es-tu ?» La vraie réponse devrait être « Attends, tu veux quelle version ? Celle que je raconte à ma mère ? Celle que je me raconte moi-même ? Celle que mon ex te raconterait ? Parce qu'elles sont toutes différentes, et en même temps, elles sont toutes vraies. Alors laquelle est vraie ? Toutes et en même temps aucune. Dernier témoin, Arthur Rimbaud. Ce poète a dit avec une brutalité magnifique dans une lettre de 1871, 3 mots qui contiennent une révolution philosophique. « Je est un autre ». Pas « je suis un autre », « je est », du verbe « être », comme une affirmation ontologique. Alors le « je » que nous croyons être est déjà un autre que nous-mêmes. Donc tu ne peux pas te saisir toi-même, et au moment où tu penses « je », ce « je », c'est déjà transformé en un autre. Imagine que ton identité est comme un fleuve, et quand tu regardes la Seine, tu te dis « c'est la Seine ». Ouais, désolé, moi je suis parisienne, j'ai que ça sous les yeux. Donc tu regardes ton fleuve, mais l'eau que tu vois maintenant n'est déjà plus là. Chaque seconde, c'est une eau différente. Le fleuve n'est pas une chose, c'est un mouvement perpétuel. Nous, c'est un petit peu pareil. Et ça, notre société n'aime pas tellement cette vérité. Parce qu'une société qui fonctionne a besoin de citoyens prévisibles, qui sont catégorisables, qui sont responsables de leurs actes. Elle a besoin de te faire croire que tu es une personne cohérente. C'est pour ça qu'on te demande souvent « Mais qui es-tu » Comme si la réponse pouvait tenir en une phrase. Comme si tu étais une carte d'identité simplement avec une petite photo. Mais toi, tu le sais au fond et tu l'as toujours su. Cette sensation bizarre quand quelqu'un te décrit et que tu penses « Mais c'est pas vraiment moi ça » ou « Oui, ok, mais c'est qu'une toute partie de ce que je suis ».
Cette impression d'être différent avec nos parents, nos collègues, nos amis, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est juste cette vérité que nous sommes multiples. Alors oui, on pourrait le dire comme ça. Tu n'es pas une personne, tu es un verbe. Tu es un processus content de devenir. Et oui, c'est vertigineux, mais aussi libérateur. Les niveaux logiques de Diels. L'architecture de l'identité. Maintenant que tu as plus ou moins accepté l'idée d'être multiple, laisse-moi te présenter une carte. Pas pour figer qui tu es, mais pour comprendre comment tu fonctionnes. Robert Diels, chercheur en programmation neurolinguistique dans les années 1990, a créé un modèle révolutionnaire. Ça s'appelle les niveaux logiques de changement. Pour cela, imagine ton identité comme un immeuble de 6 étages, où chaque étage influence celui du dessous, mais pas l'inverse. Au premier niveau, selon Diels, on trouve l'environnement, le rez-de-chaussée. L'environnement, c'est le contexte dans lequel tu vis, avec qui, où, quand, à quel endroit, etc. Le niveau 2, ça va être le niveau des comportements, au premier étage. Les comportements, c'est ce que tu fais, ce qui découle de tes actions, ce qui s'observe. Au niveau 3, on va retrouver les capacités, deuxième étage. Quand on dit capacité, on entend ce que tu sais faire, tes compétences et tes talents. Puis montons au troisième étage, à celui des croyances, niveau 4. Les croyances, c'est ce que tu penses être vrai sur toi et le monde, un peu comme des certitudes intérieures. Et on continue au quatrième étage, niveau 5, les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour toi, ce sont tes priorités profondes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et puis sur le toit de l'immeuble, au niveau 6, il y a l'identité. L'identité, c'est comment tu te définis, qui tu crois être, toi. Et voilà le truc magique, c'est que changer un étage supérieur transforme automatiquement tous les étages inférieurs. Mais à l'inverse, changer un étage inférieur ne touche jamais ou peu les étages supérieurs. Je te donne un exemple. On va prendre Sophie aujourd'hui. Elle s'appelle toujours pas Sophie. Sophie vient me voir parce qu'elle n'arrive pas à faire du sport régulièrement. Donc là, j'arrive pas à faire du sport, c'est un problème de comportement. On pourrait dire niveau 2. Et on pourrait travailler là-dessus. On pourrait se faire un planning en mode coaching pour qu'elle trouve un partenaire d'entraînement, pour qu'elle achète des baskets confortables, etc. Et peut-être que ça marcherait. Ouais, 3 semaines, avant que ça rechute. Pourquoi ? Parce que son vrai blocage à Sophie, il n'est pas au niveau 2. Il est au niveau 4, 5, voire 6. Alors on creuse. Au niveau 4, à l'étage des croyances. Au fond d'elle, elle pense que le sport c'est pour les gens qui ont du temps et de l'énergie et qu'elle, elle en a pas. Ok, ça complique un peu les choses. Au niveau 5, à l'étage des valeurs, pour elle, prendre soin d'elle, c'est être égoïste, tandis que donner aux autres, c'est une vertu. Ok, là aussi ça bloque. Et sur le toit du monde, au niveau identitaire, on va retrouver un « je suis quelqu'un qui se sacrifie pour sa famille ». Haha, tu vois le problème ? Tant qu'au niveau identitaire, Sophie se définit comme celle qui se sacrifie, son cerveau interprète le sport comme une trahison de qui elle est. Donc, dans sa logique interne, inconsciente bien sûr, faire du sport égale trahir sa famille, égale devenir quelqu'un d'autre, égale menace pour l'intégrité du moi. Donc non, no way, autosabotage garanti. Donc avec Sophie, évidemment, la question du comportement, on l'a vite mise de côté. On a travaillé sur l'identité. On a travaillé sur une nouvelle définition. D'essayer maintenant de se dire « je suis quelqu'un qui prend soin de sa famille » et prendre soin de soi fait partie du soin global. Et une fois qu'on a pu la faire bouger, cette croyance identitaire, et évidemment, ça se fait pas en 5 minutes, là, ses valeurs ont pu se réorganiser au niveau 5, puis ses croyances sur le sport ont pu changer au niveau 4, et puis elle découvre qu'elle a des capacités au niveau 3, et le comportement faire du sport devient naturel au niveau 2. Tout ça en descendant l'escalier, depuis le toit. Diels nous résume ça brillamment. Le changement au niveau de l'identité réorganise automatiquement tous les autres niveaux. L'identité détermine les valeurs, qui déterminent les croyances, qui déterminent les capacités, qui déterminent les comportements. Mais l'inverse n'est pas vrai. Vous pouvez changer 1000 comportements sans jamais toucher votre identité. Autrement dit, arrêtez d'essayer de changer vos comportements. Changez qui vous croyez être et tout le reste suivra. Le dîner de famille intérieur. Et maintenant, compliquons encore les choses.
Parce qu'en réalité, tu n'es pas une seule identité au niveau 6. Et non, ce serait bien trop simple, tu en es plusieurs comme tu t'en doutes. Et le pire, c'est qu'elles ne se supportent pas tout le temps. Imagine un dîner de famille, un anniversaire, un Noël, qu'importe. Et là, on parle pas de la famille idéale des pubs. Non, imagine la famille vraie, la famille dysfonctionnelle, la famille où chacun a son agenda caché, ses ressentiments non dits et ses coups de pied sous la table. Et autour de cette table, il y a peut-être un oncle performeur, c'est celui qui ne parle que de ses succès, de son nouveau boulot, de son salaire, sa promotion. C'est le gars qui monopolise la conversation, il calcule tout, il compare tout, avec des « oui, tu sais, moi à ton âge, j'avais déjà 3 promotions, nanana ». Bref, tu vois. Il y a aussi un cousin rebelle, un ado qui met les pieds sur la table, qui arrive en retard, qui porte un t-shirt provoque et qui refuse tout ce qu'on lui propose. Donc lui, dans sa tête, c'est plutôt « non mais sérieux là, on va vraiment jouer à la famille parfaite ?» Mais vous êtes pathétique. Il y aurait aussi une grand-mère protectrice. C'est celle qui surveille tout, qui anticipe tous les dangers. Elle voit des menaces partout et elle ne veut surtout pas faire de vagues. Dans sa tête, c'est « oh là là, attention, c'est chaud, ne parlez pas trop fort, ne fais pas de bruit, reste tranquille, ah là là, c'est dangereux ». Voilà, grand-mère protectrice. Et puis il pourrait y avoir la tante créative, celle qui parle d'art, de voyage, de liberté, mais que personne n'écoute vraiment. On la tolère, on l'écoute, on lui sourit poliment. C'est celle qui pourrait penser « et si on partait tous vivre dans une communauté artistique au Portugal ?» Silence gêné autour de la table, personne ne répond. Il y aurait aussi un grand-père sage qui observe. Un grand-père qui ne dit pas grand-chose, qui relativise tout. Parfois avec sagesse, parfois avec résignation. Un peu du style « non mais de toute façon dans 100 ans, personne ne se souviendra de tout ça, hein. » Et il y a un enfant au bout de la table. Un petit bout qu'on oublie. Un petit qui voudrait juste jouer et qui ne comprend pas pourquoi tout le monde est tendu. Lui, il veut juste qu'on le regarde. Dans sa tête, c'est plutôt « est-ce qu'on peut aller jouer après ?» ou « qui c'est qui veut jouer avec moi ?» Et puis dans un dîner, il y a parfois, voire souvent, des absents. Des chaises vides. Il y a l'oncle alcoolique qu'on n'invite plus depuis 10 ans, mais dont tout le monde parle à voix basse dans la cuisine. Il y a la cousine qui a fait une dépression. Et vu qu'on sait pas trop quoi lui dire, on l'invite pas. Pour son bien, soi-disant. Et puis il y a peut-être un grand-oncle décédé aussi, il y a 15 ans, mais dont on sent toujours la présence, dont on respecte encore les règles silencieuses. Donc voilà à quoi pourrait ressembler ce dîner à l'intérieur de ta tête. Donc tu vois, on est loin d'une réunion corporate, et ce n'est pas non plus un brainstorming créatif. C'est juste un putain de dîner de Noël où personne ne s'adresse directement la parole, où tout passe par des sous-entendus, des regards appuyés et des coups de pied sous la table. Et voilà le problème. Quand tu dis « je veux changer », quel est le membre de cette famille dysfonctionnelle-là qui a pris la parole ? Imagine, lundi matin 6h, l'oncle performeur prend le contrôle de la table. On va tout changer, routine matinale, sport, méditation, lecture. J'ai créé un planning en couleur, j'ai acheté une gourde motivante à 35 balles, j'ai téléchargé 4 applis de productivité. Et tout le monde à la table opine. Oui, bonne idée, on va le faire. Sauf l'enfant, au bout de la table, qui murmure « mais je suis fatigué, moi on dort pas assez ». Sauf qu'on s'en fout, personne l'écoute. Lundi soir, 22h. L'enfant éclate en sanglots. Mais on n'a même pas regardé nos séries, on n'a même pas ri, on est juste fatigué. Mardi matin 6h. L'oncle performeur refuse de capituler. On a juste une petite baisse de régime, c'est normal. Demain on se lève à 5h pour compenser. On va intensifier le rythme. Et la grand-mère protectrice, là, elle commence à paniquer. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, on est quand même fatigué, c'est peut-être un peu dangereux, hein. Mardi soir, 21h. Le cousin rebelle explose. Non mais sérieux, on va devenir un de ces connards qui se lève à 5h du mat et qui poste leur salade de quinoa sur LinkedIn? Non mais c'est vraiment ça qu'on veut devenir? Bataille verbale, cris, porte qui claque. Mercredi matin, la grand-mère protectrice prend le pouvoir. Stop! Trop de changements, trop rapide, danger, on arrête tout, on retourne à nos habitudes, au moins c'était facile et prévisible. L'oncle performeur proteste, le rebelle ricane et l'enfant pleure. Jeudi, le grand-père sage intervient. De toute façon, le changement c'est une illusion. Bouddha l'a dit, tout est impermanence. Alors pourquoi s'acharner? Tout le monde s'effondre, découragé. Vendredi matin, l'oncle performeur revient, hors de lui. Vous êtes pathétique, on a échoué, encore, comme toujours, on ne réussira jamais rien. Il quitte la table en claquant la porte. Vendredi soir, le cousin rebelle prend le contrôle. Bon, fuck it, rien à foutre, on commande des sushis, on va boire du vin, on scrolle jusqu'à 3h du mat, au moins, là, personne nous juge et nous fait chier. Tout le monde acquiesce, épuisé. Samedi, toute la journée, silence, gueule de bois, culpabilité collective. Tout le monde évite le regard des autres. Dimanche soir, 21h, l'oncle performeur revient à table, plus calme, presque penaud. Bon, lundi on recommence, mais cette fois ce sera différent. J'ai trouvé une nouvelle méthode, un nouveau coach et un nouveau livre. Le rebelle lève les yeux au ciel, l'enfant soupire, la grand-mère hoche la tête résignée, le sage murmure « encore ». Bref,
Ton conseil d'administration intérieure, c'est un peu comme cette famille en guerre permanente. Et ce que je viens de décrire avec ces petits exemples de famille chaotique, ce n'est pas qu'une simple métaphore poétique. C'est même un modèle thérapeutique validé scientifiquement développé dans les années 1980 par un psychologue américain nommé Richard Schwartz. Richard Schwartz l'a appelé l'IFS, Internal Family System, le système familial intérieur. Et voici ce qu'il a découvert. Il a découvert que notre esprit n'est pas un chaos aléatoire, il est organisé en 3 types de sous-personnalités très spécifiques, dont celle que je t'ai un petit peu caricaturée juste avant. Dans la catégorie 1, on a les managers, les contrôleurs préventifs. Ce sont les membres de la famille qui essaient de te protéger avant que les problèmes n'arrivent. Dans notre exemple du dîner, c'est l'oncle performeur et la grand-mère protectrice. Ce sont eux qui planifient, qui contrôlent, qui anticipent et qui te poussent à performer, à être parfait, à éviter toute forme de vulnérabilité. Les managers, c'est un peu comme ces membres de la famille qui arrivent 2 heures avant le repas pour tout organiser, tout contrôler et tout anticiper. Ils sont épuisants et aussi épuisés. Ils ne se reposent jamais. Et ils confondent souvent danger réel et inconfort émotionnel. Dans la deuxième catégorie, nous trouvons les firefighters, les pompiers réactifs. Ce sont ceux qui interviennent en urgence quand la douleur est déjà là. Dans notre dîner, c'est le cousin rebelle qui sabote tout quand ça devient trop intense. Leur job, c'est éteindre l'incendie émotionnel par tous les moyens possibles. Alcool, bouffe, shopping, Netflix, travail compulsif, scroll infini, etc. Ces pompiers sont comme ce cousin qui, au milieu du repas tendu, renverse accidentellement la carafe d'eau pour créer une diversion. Techniquement, tout le monde arrête de se disputer, mais maintenant, il y a de l'eau partout. Troisième catégorie, les exiles, les exilés ou les parts enfermés. Et voici le plus troublant. Dans notre dîner, ce sont ces chaises vides, ce sont les absents, ce sont ceux qu'on n'invite pas. Ça va être l'enfant au bout de la table que personne n'écoute vraiment. Ça va être la tante créative qu'on tolère mais qu'on ne prend pas du tout au sérieux. Et ça va être la présence fantomatique de cet oncle dont on ne parle qu'à voix basse. Ce sont les parts de toi que tu as enfermées parce qu'elles étaient peut-être trop douloureuses, trop vulnérables ou trop dangereuses. Les exilés sont comme ces membres de la famille qu'on a cessé d'inviter il y a des années. Mais ça ne les empêche pas de crier, et depuis leur maison, au téléphone et même dans tes rêves. Et c'est précisément leur souffrance que les managers essaient de prévenir et que les pompiers essaient d'étouffer quand elles remontent. Tu vois un petit peu la dynamique qui se dessine ? On a des managers qui disent « Surtout ne laissons jamais les exilés revenir à table, contrôlons tout pour éviter ça ». Et les exilés qui sont exclus crient de plus en plus fort depuis l'extérieur. Et leur douleur finit par filtrer à travers les murs. Alors les managers paniquent « Oh non, on a échoué ». Et les pompiers interviennent. Vite, montons la musique à fond, buvons, mangeons, n'importe quoi pour ne plus entendre ces voix. Et pendant ce temps, toi, le jeu, conscient, tu te demandes pourquoi je sabote tout ? Pourquoi je n'arrive pas à changer ? Peut-être parce que tu n'as jamais été invité à ce dîner de famille. Peut-être que tu regardes de l'extérieur, par la fenêtre, en te demandant pourquoi ta vie est si chaotique. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est là que l'IFS devient révolutionnaire. Schwartz a découvert qu'en dessous de tout ce chaos, il existe quelque chose qu'il appelle le self, avec un S majuscule, ou le soi, avec un S majuscule. Ça marche aussi en français. Le self n'est pas une part, ce n'est pas un membre de la famille, c'est le soi, c'est le toi, le vrai toi, celui qui peut observer toute la scène sans être pris dedans. Imagine que tu découvres soudainement qu'il y avait une chaise vide au bout de la table. Et cette chaise vide, c'est la tienne. Personne ne t'avait dit que tu pouvais t'asseoir là. Personne ne t'avait dit non plus que c'était ton dîner de famille. Mais là, maintenant, tu le sais. Tu peux t'asseoir, écouter chacun, sans juger, sans prendre parti. Alors les managers épuisés peuvent enfin se reposer en se disant « Ah, il y a quelqu'un d'autre aux commandes, c'est bon, on peut souffler. » Les pompiers peuvent déposer les armes, car non, ils n'ont plus besoin de créer le chaos pour détourner l'attention. Et même les exilés ont le droit de revenir à table et peuvent enfin être entendus. Schwartz écrit : le self n'est pas quelque chose que nous devons créer ou développer. C'est une présence naturelle qui émerge quand les parts protectrices acceptent de se mettre de côté. Le self possède spontanément les qualités de compassion, curiosité, clarté, calme, confiance, courage, créativité et connexion. 8 qualités qui émergent naturellement quand ton dîner de famille intérieur arrête de se battre. Alors concrètement, comment on travaille avec l'IFS ? En ne combattant pas ses parts, bien sûr, on ne les fait pas taire et on ne choisit pas un camp. Au contraire, on dialogue avec elles. Et c'est exactement ce qu'on fait en hypnose, mais je crois que ça représente 50% des types de séances que je propose.
Par exemple, bonjour oncle performeur, je vois que tu travailles très dur pour me protéger de l'échec. Je t'en remercie, mais peux-tu me dire de quoi exactement tu me protèges ? Et souvent le manager va pointer un exilé. Je protège cette partie de toi qui a été humiliée publiquement à 8 ans, car si tu échoues à nouveau, elle va revivre cette douleur. Ah, d'accord. Et si je te promets que je vais prendre soin de cette part, que je vais l'écouter, la réconforter, est-ce que tu pourrais te détendre juste un tout petit peu ? Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est ça, l'IFS. Ce n'est pas une guerre contre toi-même, c'est une médiation familiale interne. Et là, c'est toi qui deviens l'hôte de ton propre dîner de famille. Petit à petit, les membres qui se battaient commencent à collaborer. Et pas parce qu'on les a forcés, non, mais parce que pour la première fois, quelqu'un les écoute vraiment. Tu n'es pas un, tu es une table. Oui, une table. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça ? À une belle conclusion vertigineuse et libératrice, comme d'habitude. Le philosophe français Gilles Deleuze, dans Différence et répétition, a écrit quelque chose de magnifique. Écoute bien. Le moi est une habitude, rien qu'une habitude, mais nous sommes faits de contemplation contractante. Chaque contraction, chaque habitude est une voix, un murmure. Le moi est la somme de ces voix, l'écho de ces murmures. Nous sommes des contemplants multiples. Des contemplants multiples. Donc tu n'es pas un, tu es plusieurs voix autour d'une même table. Et pendant des années, tu as essayé de faire taire tous les convives, sauf un, en croyant que c'était ça, être cohérent. Peut-être que tu as essayé de virer le rebelle parce qu'il t'a saboté, que tu as essayé de faire taire l'enfant parce qu'il était trop faible, que tu as essayé d'ignorer les exilés parce qu'ils sont trop douloureux. Mais un dîner de famille où ne parle qu'une seule personne, ce n'est plus vraiment un dîner, c'est un monologue bien triste. Et la vraie harmonie ne vient pas du silence forcé, elle vient de la conversation honnête. Apprendre à animer ton dîner de famille intérieur, pas à l'étouffer, laisser chacun prendre la parole, écouter, et oui, arbitrer quand ça dégénère, mais ne jamais exclure personne définitivement. Et voici ce que personne ne nous dit. Tu n'es pas un dîner de famille qui doit devenir absolument une réunion parfaite et harmonieuse dès maintenant, pas du tout. Il faut juste plutôt percevoir les choses comme l'idée d'être un hôte qui doit d'abord apprendre à écouter tous ses invités. Parce que si tous les convives se détestent, ils ne vont jamais collaborer, et peu importe la bonne volonté. Un performeur épuisé ne lâchera jamais prise, un rebelle attaqué ne fera que saboter plus fort, et un enfant ignoré ne fera que pleurer plus fort. Dans le prochain épisode, nous allons voir sur quoi exactement ce conseil compte pour changer. Spoiler, la volonté. Cette volonté même qui n'existe pas. Alors d'ici là, je t'invite à une mission. Identifie 3 membres de ton dîner de famille intérieur. Donne-leur des petits noms et puis écoute ce qu'ils ont à dire. Sans juger, sans les censurer, sans les bâillonner, gentil. Juste reconnaître leur existence. Et puis tu pourras observer peut-être comment ils interagissent. Qui coupe la parole à qui n'ose jamais parler, ou qui hurle pour couvrir les autres. Et avant de te laisser partir avec tout et toi dans ta tête, si ton cerveau est affamé de données, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Elle est gratuite et on continue à développer. Il y a des exercices, des infos, des études, bref, pas mal de choses. Si au contraire tu es plutôt un scrolleur compulsif, retrouve-moi sur Instagram à maeva.hypno. Et pour ceux dont le self a décidé qu'il était temps, rejoins-moi en cabinet ou prends un petit appel découverte. On fait connaissance avec tous les membres de ce conseil. Tous les liens sont en description. Et peut-être que ton protecteur va dire « Non, mais c'est pas le bon moment ». Que ton rebelle va dire « Ouais, mais tous les trucs de psy, c'est que des charlatans ». Que ton performeur va calculer si c'est vraiment un bon investissement. Mais peut-être que ton self, celui qui observe tout ce bordel depuis le début, c'est déjà, lui, ce dont il a besoin. Ou pas. Moi, mon boulot, c'est juste d'être celle qui peut t'aider à animer ton dîner de famille intérieur sans que ça génère en bagarre générale. C'était Maeva, et je te retrouve très bientôt pour explorer le mythe de la volonté. Cette chose sur laquelle ton dîner de famille compte pour changer, mais qui n'existe pas, malheureusement. Et d'ici là, rappelle-toi, tu n'es pas un, tu es plusieurs, et c'est exactement comme ça que tu dois être.